questions de Thierry Belmont. Bonjour Luc Steinmetz. Bonjour Thierry Belmont. Le 17e comité des signataires a donc encore une fois porté ses fruits. La question a été décidée, c'est un compromis. L'arbitrage du Premier ministre a fortement joué, ça aussi il faut le préciser, Luc Steinmetz. D'après ce qu'on entend de tous les comptes rendus qui ont été faits, oui, comme au 16e comité des signataires du 2 novembre dernier, l'action du Premier ministre a été déterminante. Il faut dire qu'au départ, les positions étaient franchement irréconciliables. Si chacun restait sur ses positions, d'un côté, ceux qui voulaient, les indépendantistes, que la question porte uniquement sur la pleine souveraineté, oui ou non, mais sans y attacher le mot d'indépendance, ce qui n'était pas compris par une grande partie de la population, et puis ceux qui en même temps donnaient l'impression que les indépendantistes, après 40 ans de combat, voulaient finalement pas vraiment une indépendance, ou bien n'en avaient peur, ce qui était quand même drôle. Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient partisans d'une question qui soit à la fois binaire, mais binaire dans la question et dans la réponse aussi. C'est-à-dire, voulez-vous que la Calédonie reste dans la France ou alors voulez-vous qu'elle devienne indépendante? Quand on dit qu'il y a eu compromis... La solution de compromis, et je réponds peut-être par anticipation Absolument. à la question que vous alliez me poser, quand on dit qu'il y a eu un compromis, c'est que finalement, cette nouvelle question telle qu'elle a été formulée, cette question définitive, telle qu'elle a été formulée par le Premier ministre, elle associe la souveraineté à l'indépendance. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté en devenant indépendante? D'accord ? Voilà. Ça veut dire, par conséquent, que la souveraineté et l'indépendance seront bien associées. Les indépendantistes ne seront peut-être pas satisfaits parce qu'il y aura le mot indépendance dedans, et les autres, les non-indépendantistes, ne seront pas satisfaits parce qu'il n'y aura pas le mot France. Mais comme toute solution de compromis, il faut qu'elle satisfasse un peu les deux parties, et qu'en même temps, elle ne plaise pas totalement à tout le monde. Il y a eu concession. Donc c'est de ce point de vue-là que c'est un compromis. La question est donc la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Elle est binaire, elle est simple. On se demande quand même, Luc Steinmetz, pourquoi ça a été si compliqué? Mais je ferai quand même de remarquer que toute question référendaire est par définition binaire. En ce sens qu'il faut répondre à une question par oui ou par non, ou alors éventuellement par deux affirmations qui sont contradictoires. Si on avait posé la question « Voulez-vous que la Calédonie reste dans la France ?» ou « Voulez-vous qu'elle devienne indépendante ?» ça aurait été binaire. Sauf que dans les deux cas, on aurait répondu par oui. Pourquoi c'était aussi compliqué? Tandis que là, il faudrait répondre par oui ou par non. Pourquoi c'était compliqué? Mais je crois l'avoir dit dans mon introduction, et c'est parce que chacune des parties, non indépendantistes et indépendantistes, était attachée à une manière de poser la question et ne voulait pas céder a priori. Mais c'est toujours comme ça. Vous savez, l'accord de Nouméa lui-même, il est un compromis, et quand on arrive finalement à un consensus politique, c'est une décision politique, on est obligé de faire des concessions et chacun ne s'y retrouve pas entièrement mais l'accepte. C'est la définition même du consensus. C'était important que nos représentants politiques trouvent un accord sur cette question-là. C'était au départ important que chaque groupe politique affirme sa volonté, affirme sa position, d'où les positions qui étaient antagonistes au départ. Et puis ensuite, c'est normal qu'à la fin, le consensus soit trouvé. On a craint quand même que consensus ne soit pas trouvé au comité des signataires. Oui, mais c'est justement là l'action du Premier ministre qui a eu l'art de trouver une formule qui satisfasse non pas pleinement chaque partie, mais partiellement chaque partie, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve un peu. Mais l'essentiel maintenant, c'est que lorsque les Calédoniens, le 4 novembre, auront à faire le choix décisif pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'essentiel, c'est qu'ils sachent que s'ils répondent oui à la question telle qu'elle est posée, ça veut dire qu'ils veulent que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante, et s'ils répondent non, ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'elle soit indépendante, ce qui veut dire qu'elle reste dans la France. Le G10 maintenant, il renaît sous un autre nom, le groupe de travail sur le chemin de l'avenir. C'est un autre point positif de ce comité des signataires? Alors, c'est un point positif dans la mesure où j'ai toujours estimé moi-même que ce G10, comme il a été baptisé, au départ, bien qu'il n'ait jamais siégé à 10, je précise, la première fois qu'il s'est réuni, il n'était déjà plus que 9, et puis ils se sont retrouvés à 7. Donc on l'appelait le G10, mais il n'a jamais siégé vraiment à 10 membres. Alors lorsqu'il a été créé, c'était un espace de dialogue dans la préparation de tout le processus qui va nous amener à la consultation référendaire, et tous les espaces de dialogue sont bons.
Alors de ce point de vue-là, je considère, moi, que le maintien du G10 sous une nouvelle forme, mieux encadrée, d'après ce que j'ai entendu, on n'a pas encore beaucoup entendu parler de la première réunion qui s'est tenue hier à Matignon sous la présidence du Premier ministre, mais un G10 mieux encadré, dont on fixe mieux les règles, eh bien, ça sera peut-être un moyen, en effet, de dialoguer d'une manière plus sereine. Oui, Jean-Angélique Souche disait il y a un instant, il était en direct depuis Paris dans le grand journal de 6h30, il faut que la confidentialité est importante en tout cas, et c'est ce qui a été mis en avant, et c'est ce qui avait provoqué l'explosion, l'une des raisons de l'explosion du G10. L'explosion de ce qui restait du G10 est justement intervenue parce qu'il y a eu d'une part rupture de la confidentialité, puisque un des partis et un de ses leaders a rendu public une décision qui avait été, paraît-il, discutée, pas officiellement prise, mais discutée au sein du G10. Et puis il y a eu également rupture en quelque sorte du consensus, puisque sans la signature de tous les participants à cette réunion, eh bien, un texte a été sorti et rendu public. Donc les deux conditions de la confidentialité et puis du consensus n'ayant pas été réunies, les nouvelles règles de ce nouveau G10 vont sans doute aller dans ce sens. Et puis un point quand même qu'il faut souligner, Luc Steinmetz, c'est le haut-commissaire. Le haut-commissaire ne fera plus partie de ce G10, il n'y participera plus. Comment faut-il le prendre? Comment faut-il le voir? Le haut-commissaire n'a jamais fait partie du groupe des 10. Il était la 11e personne qui au départ était chargée de présider les travaux de ce groupe de travail. Il ne sera Cette plus... fois-ci, c'est vrai, il n'apparaît plus comme celui qui va animer, présider, puisque c'est un conseiller d'État, M. François Senner, qui connaît bien la Calédonie d'ailleurs. Qui connaît la Calédonie, qui a fait... C'était un haut fonctionnaire, c'est un conseiller d'État, mais qui a occupé des postes aussi bien en ministère que dans les cabinets ministériels, que dans la fonction publique départementale aussi. Il a été préfet de plusieurs régions. Donc je pense que on a choisi là un homme qui est de qualité, qui connaît bien l'outre-mer, qui a beaucoup travaillé pour la Nouvelle-Calédonie et qui a été porte-parole de Michel Rocard. Oui, et qui a servi, c'est ce que j'allais dire, à peu près tous les régimes. Il a travaillé sous Michel Rocard, sous M. Le Pinsec, sous M. François Fillon. Il a été directeur, son avant-dernier poste était directeur de cabinet de M. Gérard Larcher, président du Sénat, puis il est revenu au Conseil d'État. Donc c'est un monsieur de haut calibre, ça n'enlève en rien les qualités de Thierry Lattasse, qui lui aussi est quelqu'un qui est largement compétent pour s'occuper des affaires calédoniennes, mais d'une certaine manière, ça veut peut-être dire mettre à la tête de ce nouveau G10 une personnalité qui sera moins engagée tous les jours dans le ferraillage des affaires calédoniennes. Oui, un homme en tout cas qui devra être là à chaque réunion du G10, qui est basé à Paris, enfin bon, il faut le souligner quand même. Des discussions... Oui, donc, alors, une toute petite remarque, il y a peut-être parfois eu, depuis le début de la mise en place du G10, déjà 4 ou 5 réunions, il y en aura peut-être un petit peu moins, ou alors il y en aura plusieurs lorsqu'il sera présent à Nouméa. Enfin, on verra. Prochaine réunion le 23 avril. Des discussions qui devraient nous rapprocher, en tout cas. C'est important d'avoir ces discussions sur l'après 2018, mais on a l'impression de toute autre chose, en tout cas jusque-là, qu'au lieu de nous rapprocher, ça nous divisait. Quelle attitude devraient avoir nos représentants politiques maintenant? Il faut tout de même remarquer que les échéances devaient peut-être nous rapprocher sur la manière de les préparer, mais elle était tout de même facteur de division, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un référendum où on choisit pour la Calédonie de rester dans la France ou de devenir indépendante, c'est forcément clivant. Donc on ne peut pas imaginer qu'on allait quand même rester tout le temps unis. On aurait pu être unis jusqu'au bout s'il n'y avait eu qu'un seul choix possible. Maintenant, on est débarrassé en tout cas de certaines questions. Il faudrait une attitude qui soit un peu plus consensuelle, où on avance. Oui, mais le problème, c'est qu'immédiatement après, il y a des élections au Congrès et aux assemblées de province qui vont se dérouler au mois de mai 2019 et que certains ont peut-être déjà, et quand je dis certains, c'est dans tous les partis politiques, eh bien, certains ont peut-être déjà en tête aussi le combat suivant. Alors ça, c'est sûr que ça brouille un petit peu, disons, la clarté d'un référendum, d'une consultation référendaire qui va se dérouler au mois de novembre. Et maintenant, place à la campagne, Luc Steinmetz? Place à la campagne. À la campagne pour le référendum? Place à la campagne référendaire, oui, bien sûr. Pas à la campagne électorale, parce qu'un référendum n'est pas une mais il y a élection. Campagne. Mais il y aura campagne, qui va être une campagne référendaire. Et oui, bien sûr, place à la campagne. J'ai vu que
dernier comité des signataires a mis en place un certain nombre de mesures pour organiser cette campagne, pour qu'elle se déroule dans le plus de clarté possible. C'est une très bonne chose. Luc Steinmetz, on se retrouve dans un instant. Luc Steinmetz, à partir de 7h05, les téléspectateurs peuvent nous rejoindre en radio. L'invité de la matinale sur La Première. Il est 7h07, deuxième partie avec notre invité, l'historien et juriste Luc Steinmetz, et vos questions qui sont attendues à partir de maintenant, 258 Thierry Belmont. Oui, ce comité des signataires, on a discuté également de la charte des valeurs. Le document n'avait pas été reconnu par les républicains calédoniens, puisqu'il y a eu réunion à Paris entre différents groupes politiques. Il faudra encore travailler dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document a été retoqué, à revoir? Alors, si on regarde bien la manière dont les choses se sont passées, lorsque ce document a été arrêté une première fois à Nouméa et ensuite à Paris vendredi dernier à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, où ce qui restait du G10 était réuni sous la présidence du haut-commissaire, le document qui a été discuté et finalement signé n'a été signé que par 7 des membres du G10 initial. Donc, par définition, puisqu'il n'était pas signé par tous, il ne pouvait pas faire consensus. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a bien dit, lors du comité de signataires, que cette charte des valeurs n'avait pas vocation à être présentée au comité des signataires et arrêtée puis discutée. C'était une manière polie de dire que ça... Pour répondre précisément à votre question, ça veut dire qu'elle n'est pas encore acceptable par tout le monde et que le nouveau G10, sous la présidence de M. Senner, aura sans doute la possibilité de rediscuter cette charte et puis peut-être d'arriver à un consensus, cette fois-ci avec la signature des 10 participants. Mais je fais remarquer tout de même, si mes souvenirs sont exacts, que dès 2010, me semble-t-il, le président du Rassemblement, Pierre Frogier, avait eu l'occasion déjà de lancer l'idée d'une charte des valeurs républicaines, françaises, chrétiennes, océaniennes, etc. Et donc, c'est une idée qui est ancienne. Là, le problème de cette charte qui vient d'être arrêtée, mais qui n'est pas finalement définitive, c'est qu'elle a été préparée dans un groupe restreint, qui ne faisait plus consensus, et c'est la raison pour laquelle elle a été mise un petit peu de côté pour l'instant. Quelle est l'importance de cette charte des valeurs dans l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi c'est important de discuter des valeurs? Alors, en principe, cette charte des valeurs, elle a pour but, on va dire, de souder, de solidifier toute cette population qui est invitée à une communauté de destin, quel que soit le résultat du référendum. Ça veut dire en quelque sorte que l'on soit non indépendantiste ou indépendantiste, on s'y retrouve pour bâtir la Nouvelle-Calédonie d'après le référendum, quelle que soit l'issue du référendum. Voilà. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'elle doit faire absolument consensus. Si vous souhaitez poser une question à notre invité, n'hésitez pas, n'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment pour nous appeler. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 258. Cette deuxième partie est la vôtre. Discussion aussi sur l'organisation des bureaux de vote décentralisés et sur les procurations. Bien encadrer ce processus, c'est important. Ah, alors ça, c'est quelque chose qui est absolument capital, de manière à permettre au plus grand nombre de pouvoir voter et personnellement et non pas par procuration. La mise en place de bureaux de vote décentralisés à Nouméa pour les électeurs inscrits à Lifou, Marais, Ouvéa, l'île des Pins ou Bélep, c'est une très bonne chose. Ça devrait réduire considérablement le nombre de procurations, de manière à ce que le vote soit vraiment personnel. Chacun sera ainsi invité dans un bureau décentralisé à voter par lui, pour lui-même, plutôt que de laisser une procuration dont on ne sait pas très bien comment elle est utilisée par la suite. Ça, c'est une très bonne chose. Allez, on se dirige vers le téléphone. Oui, malgré la clarté de vos explications et de vos propos, Thierry se pose des questions ou peut-être un commentaire à faire. On le retrouve au standard de La Première. Bonjour Thierry. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien, les amis? Oui, ça va très bien Thierry, on vous écoute. Vraiment, je suis juste pour dire à monsieur là qui est avec vous. Oui, monsieur Steinmetz. L'accord de Nouméa est un avant-projet de souveraineté, vous voyez. Donc, la question qui se pose après le référendum, c'est facultatif, quoi. C'est pour un avis, quoi. Pour demander à la population si on continue sur cette branche. Mais sinon, voilà, ça reste tel quel, quoi. Ça, c'est l'accord de Nouméa. Il est fait comme ça. Là, en ce moment, l'accord de Nouméa, il est mal interprété, quoi.
on est arrivé à des... Là, on est crispé, là, parce que voilà, on arrive au référendum. Non, le référendum en tant que tel. Voilà, j'ai dit au Premier ministre, c'est un avant-projet de souveraineté qui est tracé, tout tracé, quoi. Il reste à définir les contours, quoi. Merci beaucoup Thierry pour votre intervention et les propos que vous avez tenus. Monsieur Steinmetz, vous avez un commentaire à faire sur... Le commentaire, c'est que l'accord de Nouméa précise bien qu'en effet, cet accord de Nouméa, un accord de décolonisation qui a prévu sur une période de 20 ans des transferts de compétences, avec pour l'instant des compétences dites régaliennes qui restent à l'État. Et il est bien dit, in fine, que à l'occasion d'une consultation des populations intéressées sur l'accession à la pleine souveraineté, on demandera le transfert des compétences régaliennes de l'État à la Nouvelle-Calédonie, et si elles étaient acceptées, alors, c'est la phrase finale de la partie de l'accord de Nouméa qui en parle, alors la Nouvelle-Calédonie accédera à un statut international de pleine souveraineté. Et bien là, on répond par oui ou par non. Allez, autre réaction. Jean-Jacques est avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu, on vous écoute Jean-Jacques. Bonjour monsieur Steinmetz. Bonjour monsieur. Je voulais moi vous demander si... Ils me font rigoler ces gens-là qui partent et qui reviennent. Quand ils montent dans l'avion, ils ne sont pas d'accord, et quand ils reviennent, ils sont tous d'accord. Les Philippe, la Sonia et Roch. Alors, c'est quoi cet accord? Vous pouvez m'expliquer là, le G10 n'existe plus là. Ces G7 là-bas en France, pourquoi quand on va en France, ils ont pu venir ici pour signer, c'était aussi bien. Alors je demande un peu votre point de vue, quoi. Merci Jean-Jacques. Écoutez, le G10, ancienne formule, n'existe plus. Un G10, nouvelle formule, est fondée. Et je pense que sur des bases nouvelles, il sera un bon espace de dialogue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a raté, enfin disons, il a éclaté ce G10 parce qu'il y avait des raisons très précises que j'ai eu l'occasion d'expliquer à l'instant, mais qui ont été également largement expliquées déjà dans la presse ou à la radio ou à la télé. Mais ce nouveau G10, s'il fonctionne bien, sera un espace de dialogue qui, à mon sens, est utile. Je considère que tous les espaces de dialogue sont une bonne chose. Oui, et on peut le préciser également, ce comité des signataires est important parce que souvent, en tout cas ces 2 dernières années, il y a eu l'arbitrage du Premier ministre, donc d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, on peut encore souligner son rôle, sa méthode, c'est quoi? Diplomatie? Oui, je vais revenir un tout petit peu avant de parler de la méthode de M. Édouard Philippe. À chaque fois que vous dites, Jean-Jacques, c'est ça, que nos élus partent à Paris, ils sont en désaccord et puis là-bas, ils trouvent un accord. Mais regardez ce qui s'est passé en 1988, lorsque Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou sont partis à Paris. Ils étaient bien en désaccord. C'était même le summum du désaccord. Il y avait eu le drame d'Ouvéa, on s'était battu sur place. Quand ils sont partis en plein désaccord. Et là-bas, après avoir discuté, sous bien sûr le patronage heureux de Michel Rocard, ils ont finalement abouti à un accord qui a été l'accord de Matignon du 26 juin 1988 et qui a ramené la paix en Nouvelle-Calédonie. En 1998, c'était à peu près pareil, sauf que ça s'est passé à Nouméa. Mais au départ, lorsque les questions ont été abordées, les gens n'étaient pas d'accord, ils ont fini par se mettre d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est utile parfois de sortir de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir réfléchir différemment? Pas forcément, puisque l'accord de Nouméa a été signé à Nouméa. Mais ça veut dire qu'au départ, avant une négociation, on a des positions forcément tranchées, mais si à l'occasion de la négociation, on arrive par consensus à se mettre d'accord, alors à ce moment-là, les choses vont bien. Et je crois que c'est ce qui s'est passé là. Chacun avait ses raisons et de bonnes raisons de mon point de vue, de défendre sur la question à poser au référendum des positions complètement tranchées, et on est arrivé à un compromis. Et là, c'est le rôle du Premier ministre, Édouard Philippe. Ce n'est pas la première fois qu'il joue ce rôle, parce qu'au précédent, déjà, il avait, sur les listes électorales, etc., joué un rôle très, très important, en prenant, dit-on, non pas lui-même la plume, mais lui-même le clavier de l'ordinateur. C'est sans doute ce qu'il a eu à faire là, et il a réussi, on ne peut que s'en féliciter. Avant de passer la parole à Bruno Rouvière, j'ai quand même épluché un
petit peu pour revenir sur la biographie du Premier ministre, Édouard Philippe. Et durant ses études à Sciences Po, il a milité 2 ans au sein des clubs rocardiens. Michel Rocard qui se retrouve régulièrement à nouveau. Rocardien au départ, puis il est devenu ensuite RPR, puis finalement UMP, et puis maintenant la République en Moi, marche. je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, sur les propos de notre auditeur Jean-Jacques. Est-ce que ça veut dire que sur les sujets cruciaux comme ceux qui sont discutés actuellement, les hommes politiques calédoniens auront toujours besoin d'un arbitre, de quelqu'un qui les met d'accord ? C'est quand même mieux qu'il y ait un arbitre extérieur. Regardez un match de football, s'il n'y avait pas un arbitre, ça serait la joie de la jungle qui existerait sur le terrain de football. Et ben là, je crois que c'est pareil. On peut essayer de discuter, mais je crois qu'à la fin des fins, lorsqu'on arrive à des positions trop tranchées, eh bien, il vaut mieux un arbitre, et c'est la raison pour laquelle, comme beaucoup, et je pense en particulier à ce que dit Élie Poigoune, on est les petits frères qui avons besoin d'un grand frère qui s'appelle la France et qui, dans le cas particulier des comités des signataires, s'exprime au travers de l'action du Premier ministre. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors là, maintenant, il y aura ce référendum le 4 novembre. Vous dites qu'après ce référendum, après peut-être les 2 autres, il faudra trouver un nouvel accord après ces référendums ? Pour l'instant, ce que dit l'accord de Nouméa, il est bien clair. Il dit que si la réponse est oui à l'indépendance dès le premier référendum, il n'y en aura ni un deuxième, ni un troisième. Il dit aussi que si la réponse est non à l'indépendance, à ce moment-là, il peut y avoir un deuxième référendum dans les 2 ans. Puis si lors de ce deuxième référendum, c'est encore un non à l'indépendance, il y en aura un troisième, cette fois-ci, qui devrait se situer vers 2022. Et l'accord de Nouméa dit que c'est seulement à l'issue de 3 référendums qui diraient non à l'indépendance que les partenaires de l'accord de Nouméa, États indépendantistes et non indépendantistes, devront se retrouver pour discuter de la situation ainsi créée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la solution dite consensuelle d'un maintien dans la France n'est possible qu'après 3 refus successifs de l'indépendance étalés sur 4 ans. La sagesse serait peut-être, en fonction du résultat, de se mettre autour de la table dès la fin du premier référendum. Luc Steinmetz, merci beaucoup, merci d'être venu à notre micro. Je rappelle que vous êtes un observateur de la vie politique calédonienne, historien et juriste. Merci beaucoup.